BFM Business. Le COMEX de l'info. L'entreprise par ceux qui la font avec Franck Ribou et Jean-Marc Sylvestre. Retour à la table de ce COMEX avec Franck Ribou qui est grognon, Ray Nirsimlo qui est souriant et Alain Dina qui réfléchit entre les deux. Avec qui a peur d'avoir un contrôle fiscal. Qui a peur d'avoir un contrôle fiscal. Qui a peur d'avoir un contrôle fiscal. Oui. Mais il n'a aucune raison d'en parler. Avec un dossier lourd qui porte justement sur l'évolution du marché immobilier. Deux actualités. Un, une reprise forte des transactions, vous nous l'avez dit, et des prix, à tel point que beaucoup craignent peut-être une nouvelle bulle d'ailleurs. Hein. Et puis deux, une fiscalité sur la fortune immobilière notamment, mais pas seulement, qui fait grincer les dents et des professionnels et des investisseurs. Alain Dina, c'est vous l'expert, oui, pardon. Cette fiscalité, elle est stable puisque ça bouge pas. C'était ce qui était avant. Oui, enfin, en benchmark et en relatif, si ça bouge. Sur la partie, non mais sur la partie ISF. Alors si on est sur le impôt sur la fortune. Impôt sur la fortune. Ça bouge pas. Sur la fortune, ça ne bouge pas. Et effectivement, ceux qui avaient d'autres actifs gagnent et vont payer la même chose sur l'ancien. Donc ça joue sur très peu de choses. Là où il y a un sujet extrêmement choquant, c'est de considérer... Alors on va mettre de côté la résidence principale et la résidence secondaire sur lesquelles j'aurai plus de dettes et sur lesquelles on taxe au patrimoine. Très bien, ça va concerner quelques centaines de milliers de personnes en France et c'est marginal. Et ça n'est pas important. Et puis au fond, ça fait partie de ce qu'il faut faire dans un pays. Dans les industriels. Voilà. Là où c'est très, c'est moral. Là où c'est très choquant, c'est de considérer que par exemple une société, je vais prendre Unibail par exemple, qui investit dans des centres commerciaux, qui développe de l'activité, ben, l'actionnaire d'Unibail, il est à l'IFI parce que ça serait une rente. Je veux dire, alors que c'est une industrie. Alors que c'est une industrie. C'est un investissement à risque. Mais c'est même pas la question de risque. C'est de l'économique. C'est de l'économie. Alors que s'il prend des obligations d'État... S'il a des actions d'une foncière, comme chez Sina, qui a dedans du patrimoine logement, par exemple, qui est mis en location, ou si je suis, moi, investisseur massif à titre personnel ou important à titre personnel, où je mets en location à des loyers modérés, à des loyers du logement intermédiaire, on considère que je ne suis pas un acteur de l'économie et on parle de rente. Là, il y a quelque chose qui me fait, qui n'est plus de l'ordre de la morale, qui est de l'ordre de l'incompréhension. Ça va être quoi l'impact? Sur quoi? Sur les logements, sur la création de logements. Est-ce que les investisseurs vont basculer ailleurs? Sur ce sujet-là, on va considérer que le sujet, il est plutôt intellectuel. Ça a peu d'impact sur l'activité elle-même. Est-ce qu'il n'y a pas de vente là, avant le 31 décembre? Non, il n'y a pas de vente avant le 31 décembre. Il n'y aura pas de sujet. Non, il n'y a pas de sujet parce que, comme le disait Franck, de toute façon, ceux qui ont un gros patrimoine immobilier personnel, de toute façon, ils avaient un énorme patrimoine. Ils ont normalement, alors peut-être quelques rares exceptions, pas si rares exceptions de gens dont la zone, par exemple l'île de Ré ou des choses comme ça, où il y a eu une montée. Mais ils payaient déjà l'ISF, ça changera pas pour eux, et puis bon, c'est comme ça. Le sujet, c'est au fond la fiscalité du logement parce que et de l'immobilier, l'ensemble. C'est une espèce d'idée générale en France que tout ce qui est immobile, je peux le taxer lourdement. Je voudrais prendre, si vous m'autorisez, deux exemples sur la fiscalité. Alors on dit que par exemple le logement, tout ce qui tourne autour des dépenses du logement dans le budget de l'État est considérable. Et on cite le chiffre. Les aides au logement. Les aides au logement. On cite le chiffre de 42 milliards. Oui. En 2009, ce chiffre était à 41 milliards. Donc 41 milliards, 42 milliards, c'est à peu près stable entre 2009 et aujourd'hui. Mais c'est beaucoup d'argent de raboter tout ça. C'est beaucoup d'argent et dedans il y a presque 20 milliards sur les APL, qui est un autre, qui est un sujet dont on parle beaucoup parce qu'il concerne principalement le monde du logement social. C'est un coût ou un investissement? Et alors voilà, et c'est la bonne question, Franck, parce que dans nos entreprises, quand je regarde une dépense, je regarde si elle me rapporte de l'argent. Qu'est-ce que rapportent tous ces 42 milliards à l'État? Donc c'est un investissement déjà. Voilà. Alors même combien ça rapporte? Si c'est une dépense, ça rapporte rien ou ça rapporte moins que ça coûte. Là c'est une charge. C'est une charge. Ça va rapporter en 2017 et c'est le Conseil national des comptes du logement, organisme d'État qui le dit. Ça va rapporter 70 milliards. En recette d'État. À la recette. En recette. Un superbe investissement. Donc 70 milliards d'un côté, 42 milliards de l'autre. Je voudrais faire ça dans mon entreprise tous les jours. Mais alors pourquoi il y a débat? Voilà, nous tous. Mais alors pourquoi il y a débat? Alors il y a débat parce que... On les met dans les autres lignes. Parce que la comptabilité de l'État, c'est de regarder d'un côté les dépenses et de ne pas s'occuper des recettes. D'ailleurs, notre pays ne parle jamais de ça. On ne parle pas que lorsque l'on fabrique du logement, un logement, c'est 2 emplois. Alors, il y a de la recette indirecte, il y a de la recette... Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Et on parle, par exemple, de fiscalité comparative. Tout à l'heure, on parlait d'international. Savez-vous que si vous investissez un logement neuf pour le mettre en location en France pendant 10 ans, vous supporterez sur ce logement 56% d'impôts.
et de taxes diverses. Impôts fonciers. La taxe d'habitation n'est pas dedans, hein, parce que en Allemagne, sur la même période, même produit, même marché locatif, etc., la taxe que vous allez supporter, elle est sur 10 ans de 26%. Donc j'ai 30% d'impôts supplémentaires en France qu'en Allemagne. Je disais au président de la République, puisque vous avez dit, une des premières mesures que vous avez proposées, c'est d'aligner la fiscalité France et Allemagne, faites le sujet là-dessus. Et à ce moment-là, moi, opérateur immobilier chez Nexity, je vous dis clairement, je n'ai plus besoin des 42 milliards si on me met la même taxation en Allemagne et en France sur l'immobilier. Or, la seule chose que l'on fait, c'est d'augmenter en permanence. Vous ne savez pas, mais entre 2009 et aujourd'hui, les droits de mutation ont augmenté de 7 milliards. Et Alain, le principal bénéficiaire de la croissance des prix dans le logement, c'est l'État. Et donc ce raisonnement-là, qui consiste en permanence à rajouter de la fiscalité à la fiscalité, alors l'IFI, puisque c'était le début de notre conversation, bon, c'est un des éléments. C'est pas un élément majeur, mais c'est juste ça en plus. Mais comme on voit le gouvernement, on lui reproche de temps en temps d'ailleurs de dire j'enlève à Pierre, puis je recolle à Paul, etc. Toi, tu viens de nous décrire exactement la même chose, qui serait faisable. Si on ne fait pas ce que tu dis, c'est quoi? C'est culturel? C'est différents étages à Bercy qui communiquent pas? C'est un dysfonctionnement? C'est une non-volonté? Compte tenu de notre âge moyen ici et du mien dans ces métiers-là, ça fait 25 ans, je répète la même chose à tous les gouvernements successifs et qu'à chaque fois j'ai d'où ma question. Écoute positive et mon incompréhension. C'est quoi le blocage? Je sais pas, c'est peut-être on parlait tout à l'heure de formation, peut-être que c'est ça le sujet. Peut-être qu'ils ne comprennent pas. Quand on parle de bulles, par exemple, il ne peut pas y avoir de bulle immobilière en France. Il ne peut pas y avoir. Il ne peut pas y avoir de bulle immobilière sur le logement en France. Il pourrait y en avoir sur le bureau. Il ne peut pas y en avoir sur le logement. Pourquoi? Parce qu'en France, vous ne construisez que ce que vous avez prévendu. Donc, quand vous n'avez pas prévendu, vous ne démarrez pas le chantier. C'est comme si Airbus pouvait avoir une bulle sur son stock d'appareils. Je veux dire, ils ne mettent en fabrication que ce qu'ils ont prévendu. On ne peut pas avoir de sujet. On peut avoir un arrêt, ce qui a été le cas en 2008. On pourrait avoir un ralentissement si les taux d'intérêt montaient fortement. Mais comme en même temps, c'est un des moteurs. Voilà, mais on peut pas. Ça n'a jamais existé, même en 2008 ou même dans les années précédentes. La plus grosse crise immobilière en France et des années 95 a été une crise de l'immobilier de bureau parce que les investisseurs avaient acheté du bureau et n'avaient pas de locataires. En France, donc sur ces thèmes-là, vous n'avez pas de bulle possible. Vous pouvez avoir des ajustements de prix parce que la solvabilité des ménages, parce que les revenus, parce que les taux d'intérêt. Mais vous avez juste un ralentissement. Alors pourquoi est-ce que les prix montent tant dans les villes comme Paris ou les grandes zones urbaines? Parce que comme on n'a pas produit assez de logements neufs, eh bien la masse de population qui arrive, parce que la clé, et je vais en terminer là, elle est essentielle. Alfred Sauvy disait, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de croissance sans analyse de la démographie. Nous sommes un pays en croissance démographique. On est même un des derniers. Nous serons 4 millions de ménages de plus dans 13 ans. 4 millions de ménages de plus, c'est 400 000 logements, toute population confondue, chaque année. Et ça pèse 0,5%. Un taux de naissance qui est supérieur à tout. Et ça pèse 0,5% de la croissance française. Pourquoi est-ce que le gouvernement, la première chose qu'ils font quand ils arrivent au pouvoir, tous, ils l'ont toujours fait, ça a été de dire, je vais traiter le problème de la fiscalité. C'est pas le problème de la fiscalité qui est important, c'est qui achète, pour quel type. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis un jeune ménage, est-ce que je dois acheter mon logement, franchement? Est-ce que le sujet, ce serait pas peut-être de faire comme je fais pour la voiture, une espèce de leasing de mon appartement? Est-ce que l'accession à la propriété aggrave les inégalités? Bien sûr, parce que l'accession à la propriété, en plus, elle l'immobilise. Elle vous bloque le capital, le peu d'argent que vous aurez. Et elle enrichit un senior qui, à ce moment-là, peu importe quel. Là aussi, c'est des sujets de journalistes, enrichir, machin et tout. Non, mais vous pouvez. Jean-Marc, on est deux là. Alain. Au moins trois. Oui, voilà, je vois. On va pas vous taquiner à chaque fois. Je vais vous interroger dans un instant sur les inégalités territoriales, parce que c'est quand même important. Vous me dites, ça marche bien dans les villes, etc. Mais Jay, est-ce qu'il y a des exemples dans le monde qui vous paraissent sur lesquels on pourrait travailler et s'inspirer de politique de logement? On citait l'Allemagne, mais je suis pas sûr que les Allemands soient plus propriétaires que nous, je crois pas. Ils sont au même niveau, mais c'est pas du tout le même sujet. Le sujet, c'est qu'ils n'ont pas évolué dans la fiscalité depuis 25 ans. Et donc les investisseurs qui investissent sur le logement savent de quoi ils parlent. Dans la culture anglo-saxonne, par exemple, on est moins propriétaire. On parle beaucoup de lease en Angleterre, etc.
Et c'est vrai, on a plutôt une aversion au risque, la façon dont on gère, y compris avec les financements des logements en France. Et par contre, si vous prenez les États-Unis, je pense aujourd'hui, si on regarde dans les... Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus d'inflation pratiquement sur les indices de prix des produits et de services. Donc l'inflation s'est réfugiée dans les actifs. Et notamment, je pense qu'il y a un risque aux États-Unis aujourd'hui sur l'immobilier. Encore? Oui, bah oui. On est déjà touché par les subprimes. Je ne partage pas ça. Non? Je ne partage pas ça. Il y a potentiellement, je pense, des valorisations qui peuvent être... Il y a un risque aux États-Unis dans l'immobilier. Alain ne pense pas ça. Enfin, là aussi, il faut reparler. À mon avis, ça dépend où. Voilà, qu'est-ce que c'est un marché immobilier? À New York, peut-être, ou à Miami. Bon. Mais après, le sujet, c'est pas l'immobilier en soi qui pose son risque. Je vais être d'accord avec Jay parce que je pense qu'on parle de la même chose. C'est le mode de financement de l'immobilier qui est un problème. Oui. C'est-à-dire que le sujet, c'est que je ne peux pas prendre une population... Si je reste en France, la population moyenne, médiane française gagne à 2 500 euros par mois. Les endettés sur 20 ans, même avec des taux bas, pourrait être un questionnement. Et quand en plus aux États-Unis, par exemple, vous avez des hypothèques qu'on appelle rechargeables, qui sont la possibilité de s'endetter en pensant que votre maison vaut un peu plus cher pour de la consommation, au moins on n'a pas ça en France. En France, on ne prête que sur le niveau de revenu maximum des gens. Je pense qu'il y a des vrais sujets sur ces thèmes-là. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les grands investisseurs français, compagnies d'assurance, caisses de retraite, achètent du logement en Allemagne comme investissement, à 3% de rendement, à 3%, et n'achètent pas en France. Pour une seule raison, instabilité fiscale. C'est tout. Instabilité des lois. Alain Dinin, puisque vous êtes sur toute la chaîne de l'aménagement, de la promotion de l'immobilier, il y a un vrai problème en France pour réanimer, je pense que tu seras d'accord avec ça, de réanimer des régions entières, des villes moyennes qui sont sinistrées par la délocalisation industrielle, parce qu'elles ont perdu leur industrie. Non, ça c'est un vrai sujet. Il suffit de se balader. Comment est-ce qu'on a des méthodes? Est-ce qu'un aménageur réfléchit à ça? Alors d'abord c'est un sujet polymorphe. C'est un sujet d'ensemble de plein de sujets. C'est le sujet du petit commerce par rapport au grand commerce, c'est le sujet de l'éducation, c'est le sujet de l'attractivité, c'est le sujet de l'économie. L'origine, c'est quoi? C'est d'avoir du boulot dans le coin? L'origine, elle est venue de... Il y avait ce fameux sketch de Jean Reno à une certaine époque où le boulanger avait quitté le pays parce que justement c'était celui qu'on critiquait, il est allé ailleurs. La vraie raison pour beaucoup... C'est Fernand Reynaud. Pardon, pas Jean Reno. Fernand de Agnières et puis le boulanger. Voilà, et le boulanger, voilà. Il y a un vrai sujet qui était d'abord et qui est au fond un des vrais thèmes importants de notre pays, c'est un problème d'éducation et de formation. Donc à partir du moment où l'école n'a plus été capable d'accueillir dans une zone et qu'il a fallu amener les gens de plus en plus loin pour aller à l'école, pour monter dans telle et telle classe, enfin toute cette transformation de l'école publique, privée, obligatoire, laïque, etc. Tous ces éléments-là sont venus se cumuler. Et puis après, bien il y a l'attractivité. À partir du moment où j'ai l'éducation, j'ai la santé au même endroit. Et puis j'ai pas les transports. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des villes qui ont 10, 15, 20 000 habitants qui sont en train de mourir. Oui, parce que Chiffrant en Savoie, il n'y a pas à l'ouest, chez nous. Bah, oui. Non, mais parce que bon, Evian s'en sort grâce à... Evian s'en sort. Evian, c'est en Suisse. Bon, non mais... Et Alain, toi par exemple, mais c'est vrai que quand tu passes... Moi je ne parle pas de... On ne va pas donner d'ailleurs de région. Peu importe, on va se mais quand tu passes dans des villes de 10 000, 12 000 habitants, 15 000... C'est pas des petites villes, c'est déjà de la bonne ville. Il n'y a plus rien. Par exemple, toi, constructeur, prestataire, etc., ta vision, c'est que la France va devenir Paris, Bordeaux, Lyon, peut-être Marseille, ou est-ce Nantes, toi, les autres satellites derrière, Reims. C'est quoi? C'est le TGV qui sauve le truc? Voilà, c'est les transports, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est les entreprises, c'est l'intérêt d'y aller. Oui, mais tu vois bien que plus on dit ça, plus les gros vont gagner. Alors, quoi. Effectivement, la politique du gouvernement sur le sujet... Quelle politique il faudrait avoir? La politique du gouvernement... Alors, je ne sais pas quelle politique il faudrait avoir, parce que bon, elle est de multitâches et de multi-façons de la regarder. C'est sûr que les problèmes de transport sont un élément essentiel. D'ailleurs, on le voit dans le vote. Plus vous êtes loin
d'un mode de transport ou d'une connectivité ou d'une relation à la data, etc., plus vous vous sentez seul et isolé. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement français, le nouveau gouvernement, avec tous ces jeunes gens au pouvoir, avec beaucoup leur imaginaire et leur volonté de faire ce pays, sont en train de dire toutes les aides de l'État, je les remets dans le logement sur les grandes zones tendues urbaines. Et donc, en même temps, on dit il faut aller s'occuper des villes moyennes, et en même temps, on dit, tiens, l'industrie immobilière, je l'enlève de ces zones-là. Donc déjà, on ne va pas construire de logements dans ces villes. Déjà, on dit aux entreprises de BTP locales, il n'y a plus de boulot. Qu'est-ce que fait l'entreprise de BTP locale du Mans, pour lequel qui vient d'apprendre il y a quelques mois qu'il n'y aurait plus d'activité production de logements neufs au Mans dans les 4-5 prochaines années. Elle se délocalise, elle est en train de se dire je vais aller sur Tours ou je vais aller sur Orléans ou je vais remonter sur Paris. C'est vrai que c'est polyforme parce que, maintenant j'ai le droit de le dire, moi j'ai eu à un moment donné la velléité de déplacer un des sièges business d'activité du groupe à Lyon. Mais j'allais quand même à Lyon parce que TGV, etc. Et en fait, c'est les lois sociales qui m'ont... De Paris à Lyon ? Oui, c'est les lois travail qui m'ont empêché de le faire. Par exemple. Est-ce que tu l'aurais fait ? Autrement, je le faisais, oui. Puis tout le monde était d'accord, il y avait beaucoup de logique. Mais c'était automatiquement un plan social parce que je dépassais le périphérique. J'ai une question pour l'expert, parce que est-ce que le développement des smart cities et puis le vieillissement de la population, est-ce qu'on pourrait trouver des villes qui vont se construire en disant, on le voit un peu aux États-Unis, tout ça, ça peut se développer dans des endroits où il n'y a pas de dynamique. Jacques Attali avait fait un rapport dans le premier gouvernement Sarkozy, donc ça commence à dater, sur ce thème-là, en parlant. Bon, il faut, bien sûr que oui, mais il faut y mettre des moyens, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un axe de transport, il faut que les enfants puissent aller à l'école, il faut qu'il y ait de la santé, il faut qu'il y ait de la culture, il faut qu'il y ait du logement, il faut que... Voilà, parce que quand vous interrogez le Français de base, y compris nous, la première chose qu'on dit, c'est on veut habiter la maison à la maison, on voudrait sa maison, etc. C'est possible dans plein de villes de taille moyenne et encore plus dans les petites villes. La question, c'est qu'en face de ça, j'ai pas d'emploi, j'ai pas tous les éléments... La côte atlantique s'est repeuplée avec des seniors, beaucoup. Oui et non, parce qu'en fait, les seniors, il y a un mouvement senior vers je m'isole, je vais au soleil, etc., ou je vais au bord de la mer. Et puis ensuite, très rapidement, je m'aperçois que ce qui est important, c'est d'être dans un environnement social, dans un environnement sociétal, je ne veux pas faire de grands mots, et qu'à ce moment-là, je reviens me rapprocher des centres urbains. Il y a beaucoup de petits logements aujourd'hui dans les centres urbains, quand les seniors en ont les moyens, ce qui n'est pas toujours le cas, de deux localisations, une de quelques mois par an dans un endroit ensoleillé, puis le reste, d'ailleurs c'est ce qui se passe pour ceux qui partent au Portugal ou au Maroc. J'ai une toute petite minute de pédagogie. Ça a un sens quand on fait une différence entre un investissement à risque et un investissement en rente, comme on est en train de beaucoup de le faire au sein du gouvernement. Qui est différent, certainement. Ouais. L'investissement à risque, ça dépend de comment on calcule le risque. Et donc là, on retourne sur l'immobilier, dont on a toujours dit que c'était une rente, souvent, et qu'en réalité, c'est quand même un investissement productif. Et c'est un investissement productif et c'est un investissement à risque. La personne qui achète pour mettre en location, c'est pas raisonner propriétaire. Et qui va s'endetter sur 15 ans pour mettre en location un loyer intermédiaire, ce qui est le cas du Pinel, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais le dispositif Pinel, le revenu du ménage et le loyer sont plafonnés à la baisse. Donc c'est du loyer faible avec des revenus faibles en face de ça. L'investisseur, la personne physique qui investit, eh bien, c'est un investisseur comme un autre, c'est un industriel. Pourquoi le considérer comme un rentier? C'est faire politique en ayant juste un raisonnement technique. Je veux bien faire de la politique, oui. Non, mais en ayant juste un raisonnement technique, ils auraient dû supprimer l'ISF, surtout. Bon, on finira par ça, probablement, un jour. Ah, tu penses? Oui. C'est peut-être même assez rapidement. L'ISF, des informations. Après la rumeur. L'ISF. Question à tous les trois. Est-ce qu'on n'est pas à la veille d'une crise sur les centres commerciaux, compte tenu du développement d'Alibaba, d'Amazon et de ça? Et quand je vois le nombre de centres commerciaux qu'on ferme aux États-Unis aujourd'hui, je me dis, ça va forcément arriver en Europe. Alain Dinan. Mais je ne sais pas pourquoi Enfin, moi, je ne parlerai pas de crise des centres commerciaux. Tout à l'heure, on parlait des risques, etc. Alors, venant du monde d'où je viens, moi,
je suis plus inquiet de la capacité d'adaptation des transformations qui vont arriver demain. Et c'est pas que les centres commerciaux. Mais c'est des choses archi basiques. Tout va être... On a quand même des actifs. Ça sert à rien d'essayer de se planquer. Tout va être transformé. Tout va être transformé. Je suis totalement en phase avec vous aussi. Vous êtes tous je suis d'accord que c'est une question de transformation. On va avoir d'autres utilités, d'autres utilisations de ces espaces. Okay. Non, mais c'est la question. Les galeries marchandes, va falloir leur trouver une utilité. La question. Petit exemple. Pour faire des piscines à vagues. Petit exemple assez basique. On est passé, nous, agents immobiliers et producteurs aussi de logements, on est passé de l'idée qu'on pouvait tout passer par Internet. Et en fait, nos réseaux sont en croissance forte parce que plus vous avez de data et d'Internet, plus vous avez besoin de personnalisation. Donc pour répondre à la question... Et de frottement. Et de contact entre les gens. Donc pour répondre à la question des centres commerciaux, le centre commercial avec le caddie, etc., juste ça, je pense que ça fait très longtemps que c'est fini, puis je suis pas un spécialiste de ça, je vais pas commencer à commenter. Mais par contre, le besoin qu'ont les gens d'être ensemble, de se retrouver, de partager, etc., la réponse est oui. Et donc, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. On a besoin d'être ensemble dans le COMEX et de nommer des gens pour les semaines qui viennent. Votre nomination, Alain Dinin, j'avais envie de mettre Franck Ribou parce que son modèle, parce que la façon dont il a changé et évolué sur sa gouvernance, c'est vraiment un sujet sur lequel je suis extrêmement admiratif. On a quasiment fait une émission spéciale là-dessus. Comme je pouvais pas, mais pas comme deuxième choix, comme premier choix, Alisa Jabès, qui est la patronne fondatrice de Nux. Tu connais? De nom, Alors moi je trouve que son histoire elle est passionnante parce qu'elle a créé sa boîte, elle était analyste financière, elle a créé sa boîte en 90, donc ça fait 30 ans qu'elle laboure le même sillon et je pense que ça c'est très important dans le monde où on pense que tout est éphémère. Un entrepreneur ou une entrepreneuse, je sais pas comment on dit, qui pendant 30 ans devient et petit à petit en choisissant un nouveau mode de distribution, en étant innovante, en disant je serai pas dans les galeries commerciales, je serai dans les pharmacies, petit à petit a fait un leader mondial et que c'est une personne qui a du courage et qui dit dans mon cerveau, je laisse toujours la part de l'intuitif au rationnel. Je pense que ça, c'était quelque chose que j'avais envie de remarquer. On va lui dire de venir. Voilà. On vous invitera d'ailleurs sur là. Jay, votre choix. Je vais peut-être vous surprendre. Non. Je pensais à Mick Jagger. Ouais. Non, mais vous me l'aviez dit avant. Mick Jagger, why? C'est une start-up? Parce que j'ai été à son concert récemment et puis je suis fan depuis plus de 40 ans de Mick Jagger, qu'on voit à 74 ans. À 74 ans, il fait 74 ans. Ah ouais. Oh, ça te laisse beaucoup d'avenir. Il fait vibrer à nous tous le U Arena, la nouvelle stade là, de Nanterre, danser, chanter 30 000 personnes, dont 50% de jeunes. À 74 ans, on peut continuer de travailler et présider une entreprise comme celle de Mick Jagger. Je pense qu'il est dynamique, galvanisant à son âge. Je pense que ça donne de l'espoir à des personnes qui, souvent, on est dans des zones de confort. C'est aussi un message pour les jeunes en disant... C'est une belle multinationale? Ah oui. Très belle. Vous êtes commissaire aux comptes? Non, pas du tout. En fait, Mick Jagger et on a fait la même école à Londres, London School of Economics. C'est un économiste. Mais lui, il est parti 2 ans. Ça pourrait être un autre sujet d'ailleurs, de savoir que Mick Jagger a fait cette école. London Economics. Pas en même temps. Mais on pourrait en parler un jour. Alors écoutez, je vais vous laisser en parler parce que maintenant, on est obligé de fermer la table du COMEX. On se retrouve la semaine prochaine. Vous retrouvez l'émission en télé, en radio, en replay, bfmbusiness.com. Le COMEX de l'info sur BFM Business. À suivre, c'est votre argent avec Marc Fiorentino sur BFM Business. Tous les week-ends sur BFM Business, Alexandre Lichamp donne la parole aux entreprises qui recrutent dans le club Média RH. Innovation, tendance, carrière, experts du management, responsables des ressources humaines, spécialistes de la formation et invités issus de la société civile réagissent à l'actualité de l'emploi. Le club Média RH, présenté par Alexandre Lichamp, tous les samedis à 14h et dimanche à 11h sur BFM Business. Club Média RH avec